Même si certains vous diront le contraire, Oscar Zeta Acosta était un dangereux criminel qui a vécu chaque jour de sa vie pour conforter l'idée qu'un homme avide de vérité doit s'attendre à être traité sans aucune pitié et qu'il ne pourra lui-même épargner personne. Quand le grand architecte en viendra écrire à son propos, on pourra lire dès les premières lignes qu'Oscar n'avait pas toujours le courage de ses convictions scandaleuses. Mais il y avait plus de clémence, de folie, de dignité, de générosité dans ce boulet de canon à la peau brune usée par le travail, l'embonpoint et les excès en tout genre que chez la plupart des personnes que vous serez amenés à rencontrer au cours de votre vie. Aussi, depuis que ce sale gros latino a disparu, la vie me paraît bien moins délirante. À l'époque où je l'ai rencontré, durant l'été 1967, il avait depuis longtemps surmonté ce qu'il appelait sa, entre guillemets, période de délire amoureux avec la loi. Ça lui était passé, tout comme son ardeur missionnaire auparavant, et après avoir travaillé au, entre guillemets, Centre pour le droit des pauvres d'East Auckland, il était prêt à abandonner la doctrine de Holmes et Brandeis en faveur de celle de Hugh Newton et de la manière dont les Black Panthers s'occupaient des lois et des tribunaux d'Amérique. Quand il a fait son entrée fracassante dans un bar d'Aspen qui s'appelait le Daisy Duck, en gueulant qu'il était notre pire cauchemar, il était déjà entré dans la politique de la confrontation et sur tous les fronts, dans les bars, dans les tribunaux et même dans la rue si nécessaire. Oscar n'était pas vraiment passionné par les combats de rue, mais pour ce qui était des rixes dans les bars, c'était un furieux. L'association d'un Mexicain de 110 kg et de plusieurs doses de LSD constitue une menace mortelle pour ceux qui s'en approchent. Mais quand le Mexicain en question se révèle être en fait un avocat chicano enragé, que rien ni personne n'effraie et qui a de facto la conviction qu'il va mourir à 33 ans, comme le Christ, alors là, vous avez affaire à un sacré cocktail. D'autant plus si l'enfoiré a déjà 33 ans et demi et qu'il a la tête bourrée d'acide sans dose, qu'il porte un 357 Magnum à la ceinture, qu'il est suivi dans ses moindres déplacements par un garde du corps chicano armé d'une hachette et qu'il a l'étonnante habitude de dégueuler des geysers de sang rouge sur votre perron toutes les 30 à 40 minutes ou à chaque fois que son ulcère malin ne supporte plus l'afflux de tequila pur. Ça, c'était le bison brun en pleine fleur de l'âge, l'homme de toutes les situations. Quand il a déboulé chez moi dans le Colorado avec Frank, son fidèle garde du corps, c'était au beau milieu de sa 33e année. Il était venu s'y reposer après son épuisante campagne pour le poste de shérif du comté de Los Angeles. Une élection qu'il avait perdue à environ 1 million de voix près. Mais dans sa défaite, Oscar avait réussi en 2 temps 3 mouvements à se constituer une base politique dans le vaste quartier chicano d'East Los Angeles, où même les plus conservateurs des entre guillemets, américains d'origine mexicaine se définissaient tout à coup comme des chicanos et goûtaient pour la première fois au gaz lacrymogène lors des manifestations de la Raza. C'est au cours de ces rassemblements qu'Oscar a rapidement appris à manier le soufre et le feu pour se placer comme principal porte-parole du Brown Power, alors en pleine éclosion. La police municipale de Los Angeles disait de ce mouvement qu'il était plus dangereux que celui des Black Panthers. Les bruits étranges qui circuleront sur les dernières apparitions du bison brun finiront par s'étioler, faute de dépêches, d'alertes et de rumeurs invraisemblables. Il sera vu au moins une fois à Calcutta, au marché des esclaves blancs, en train d'acheter la liberté de fillette de 9 ans. Et aussi dans le quartier de South Main à Houston, en train de servir au bar d'un resto-route qui s'était appelé autrefois le Blue Fox. Ou encore peut-être participant à une course nocturne pour les îles Bimini, droit dans ses bottes et la tête haute aux commandes d'un hors-bord de 15 mètres de long, portant un pistolet mitrailleur Uzi gris métallisé dans une main et 1 kilo de poudre blanche dans l'autre, fonçant à 150 km/h dans l'obscurité en hurlant à tue-tête le galimatias de l'Ancien Testament. Il pourrait même arriver que tout à coup il apparaisse sous mon porche à Woody Creek, un soir sans lune où braillent les pans en rute. Dans ce cas-là, ce fantôme sera toujours le bienvenu dans ma maison, même s'il est défoncé à l'acide et qu'il porte autour du cou un grand collier d'asticots. Et ouais, les amis, c'est lui, mon pote, mon frère, mon complice le plus cher, Oscar Zeta Acosta. Faites place, car il nous a quittés, mais rien qu'à s'en souvenir, des vents terribles se lèvent et emportent tout sur leur passage. C'était un monstre, un vrai rejeton de ce siècle, plus rapide que Bo Jackson, plus taré que Neal Cassidy. Quand le bison brun a disparu, il a emporté avec lui cette musique euphorique que nous n'entendrons plus jamais. Oscar était un prototype imaginé par Dieu, un mutant surpuissant qui n'avait pas été pensé pour être dupliqué à grande échelle. Il était trop bizarre pour vivre et trop précieux pour mourir. Hunter S. Thompson, mars 89.